Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Smart Bourse, sur Bismart. Tous les soirs, on fait le point complet sur les marchés, tout ce qui s'est passé sur la planète finance. Dans un instant, on aura les infos clés avec Pauline Gratel, Tendance Mon Ami, puis Planète Marché. 3 experts seront avec nous pour discuter écoutez, de plein de thèmes encore ce soir. Évidemment, Trump, la guerre commerciale qui n'en finit pas, qui continue. Trump qui prévoit 25% de droits de douane sur l'automobile, les puces et les médicaments. Trump toujours, cette fois guerre, la vraie guerre, avec la charge contre l'Ukraine. Vous n'auriez jamais dû commencer la guerre, voilà ce que lançait Trump à Zelensky. Et puis, on verra ensuite, évidemment, toujours en ce qui concerne la politique, les élections en Allemagne. On se demandera si c'est un événement ou un non-événement pour les marchés. Fin de la guerre en Ukraine toujours. Est-ce qu'on est trop optimiste sur les marchés ? On a vu qu'on a une petite prise de bénéfices aujourd'hui sur le CAC 40. Alors, est-ce que c'est la fin de l'optimisme ? On verra ça avec nos experts. Et puis, d'autres thèmes. On demandera évidemment ce qu'il faut faire sur les marchés. Quelle allocation d'actifs privilégiés après un excellent début d'année. En fin d'émission, ça sera les marchés à thème et on va s'intéresser à une valeur, à un ascensoriste. On verra ça en fin d'émission. Smart Bourse, c'est parti. Et on démarre cette émission comme d'habitude avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les infos clés du jour et on démarre sans surprise avec Trump. Oui, voilà, c'est le président américain qui dicte la tendance. Donald Trump a annoncé prévoir de nouveaux droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. On parle aujourd'hui d'automobiles, de semi-conducteurs et de pharmacie. Plus précisément, ce sera environ 25% sur l'automobile. Mais le président Trump souhaite donner le temps aux constructeurs d'implanter des usines aux États-Unis pour éviter ces taxes et ajoute se donner jusqu'au 2 avril prochain pour décider. Pour les semi-conducteurs et la pharmacie, ce sera au moins le même niveau. Pas une très bonne nouvelle pour le marché européen qui prend un petit peu peur. Oui, l'ensemble des marchés européens sont sans doute victimes aussi de quelques prises de profit après les récents records, notamment pour l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600 hier. En France, après 7 séances consécutives de hausse pour le CAC 40, l'heure est à la prudence après ces nouvelles menaces. L'indice évolue en repli de l'ordre de 1% sous 8150 points. Côté américain, les indices ouvrent en repli. Ouais, c'est les valeurs de l'automobile en particulier qui sont en repli. Oui, au sein du CAC 40, Renault cède plus de 2% et Stellantis plus de 1%. Or, indice phare Forvia recule de près de 4% après ses annonces et Valeo de plus de 1%. Ailleurs en Europe, BMW, Volkswagen et Porsche cèdent plus de 2,5%. Côté semi-conducteurs, ST Microelectronics brille aujourd'hui, porté par Jefferies qui passe à l'achat. Le titre gagne plus de 6%. Oui, et sur les valeurs hors CAC 40, c'est le grand écart. Par exemple, Nexans, ça se passe plutôt bien. Commençons donc avec Nexans. Le titre rebondit de 10% après sa publication et occupe la première place du SBF 120. Le fabricant de câbles fait état d'une performance record pour l'année 2024. Le bénéfice net progresse de presque 30% sur l'année à 280 millions d'euros. Nexans termine ainsi son plan stratégique 2021-2024 au-dessus des espérances de 2021. Pour 2025, Nexans a ajusté ses prévisions d'EBITDA et son flux de trésorerie. Voilà, bonne copie pour Nexans. En revanche, c'est moins bien pour ICAD à l'opposé au SBF 120. Oui, le groupe est ainsi lanterne rouge de l'indice après sa publication. Dans un contexte compliqué, ICAD anticipe un repli de son cash flow net courant de 2025 et décale son calendrier d'exécution de la cession des activités santé. Le groupe cite un contexte macroéconomique et politique qui pourrait freiner le rythme de la reprise de l'immobilier neuf. Le titre cède 10%. Et voilà, moins 10% pour ICAD. C'était pour la micro. On passe à la macro. On a pris connaissance de l'inflation en Grande-Bretagne. Oui, l'inflation britannique pour le mois de janvier, elle était attendue en hausse, mais pas à ce point. Elle progresse ainsi de 3% sur un an en janvier, contre une hausse de 2,5% en décembre et plus 2,8% attendue. Sur un mois, l'inflation se replie de 0,1%. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, les prix progressent de 3,7% sur un an en janvier. C'est conforme aux attentes. Voilà, et de l'inflation, bien sûr, on fait le pas vers le marché obligataire. Que se passe-t-il, Pauline, sur ce marché ? Le rendement britannique à 10 ans remonte un petit peu pour s'établir entre 4,65 et 4,70%. En Allemagne, le rendement de même échéance tourne autour de 2,55%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans tourne autour de 4,55% aujourd'hui. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite aujourd'hui à 1,0430 environ. Demain, qu'est-ce qu'on attend ? Beaucoup de publications notamment. Oui, beaucoup de publications. La journée sera chargée puisqu'on attend les résultats de Airbus, Accor, Schneider Electric et Renault. Et on attend aussi l'indice avancé du Conference Board de janvier et l'indice de la fête de Philadelphie de février.
Merci Pauline pour ces infos clés. Tout de suite, on passe à Planète Marché. Comme tous les soirs, pour nous éclairer sur ce qui se passe sur les marchés, on est en compagnie de nos 3 experts. Edmund Ching, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes CIO, Chief Investment Officer de BNP Paribas Wealth Management. Oui. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Delphine Arnaud. Bonsoir Delphine. Bonsoir Fabrice. Vous êtes gérante multi-asset chez Edram Edmond Rothschild Asset Management. Voilà, spécialiste de la gestion sous mandat, en particulier pour certaines grandes sociétés. Voilà. Et avec des très beaux résultats, en tout cas pour 2024. Bon, ça doit être bien parti sur 2025 aussi, là. Très bien parti pour 2025 également. Ouais. On peut presque s'arrêter là, plus 10% à peu près. Ça serait pas mal et on ne vous en voudrait pas. Et enfin, Alain Pitous. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes Senior Advisor ESG. Alors ça, c'est un peu anachronique en ce moment, bah oui. l'ESG. On en parlait plus tôt. D'ailleurs, on se posera la question tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit dans le sommaire, mais on va se poser la question effectivement avec le... Est-ce qu'il reste de l'ESG ? Est-ce qu'il reste de l'ESG ? Ah bah oui. C'est la question que je me pose. Il en reste. Bon, Qu'est-ce que je vais devenir ? Alors, excellente transition, puisque c'est vrai qu'on a du mal à éviter ce Donald Trump, qui est sur tous les fronts, économiques, politiques, de l'intérieur. C'est vraiment c'est assez spectaculaire. Il y avait une conférence de presse, je suis tombé dessus hier, voilà, sur une chaîne concurrente qui diffuse voilà, sans sous-titres. Alors, on a vraiment du Donald Trump dans le texte. Et je suis tombé sur cette scène assez hallucinante. Il faisait suite à un tweet sûrement de son copain Elon Musk, qui a regardé en fait les statistiques sur la sécurité sociale. Et il s'est aperçu qu'il y avait des millions de gens qui étaient centenaires et plus, qui étaient encore sur les registres de la sécurité sociale. Alors on se demande si ces gens sont indemnisés. Donc Elon Musk a ironisé sur le fait que ce sont peut-être des vampires au sein de la sécurité. Mais pendant 10 minutes, on avait Donald Trump qui descendait les chiffres et disait, voilà, dans la tranche de 120 à 150 ans, il y a 3 millions de personnes. Et il égrenait comme ça des choses complètement délirantes, dans un grand respect évidemment des journalistes. Bon, ça c'était pour la petite anecdote, mais c'est vrai que ça donne un petit peu le ton. En revanche, ce qui est moins drôle, c'est la guerre commerciale. Là, de nouveau, il tape du poing. Il nous menace de 25% de droits de douane sur l'automobile, les puces et les médicaments. Delphine Arnaud, on a l'impression qu'on est vraiment dans ce bras de fer commercial qui continue. On savait qu'on allait être dans ce bras de fer commercial continu. On ne savait pas comment est-ce qu'on allait être accueillis. En fait, à un moment, il y a eu de l'enthousiasme sur les marchés parce qu'on s'est dit on va être tous logés, tous les pays à la même enseigne et sans discrimination sectorielle. Et là, finalement, en fait, il a commencé très fort avec la Colombie, puis le Canada et le Mexique. Et puis maintenant, il commence à attaquer un volet sectoriel. Pourquoi est-ce qu'on préférait, en fait, quand il attaquait tous les pays et tous les secteurs de la même façon, c'est que du coup, on avait moins de discrimination et on avait une analyse qui était plus facile à faire et moins de stratégie de contournement. Là, il faut aller regarder précisément, par exemple, les 25% de taxes sur l'automobile qui sont attendues pour le 2 avril, donc ça va arriver quand même relativement vite. On se dit, à première vue, les entreprises automobiles européennes, elles ont déjà fait le job d'aller se mettre en Amérique du Nord lors du Trump 1 en 2018. Et donc, par exemple, si on regarde sur le stock 600, il y avait 18% de la base d'actifs qui étaient basés aux États-Unis et désormais, c'est presque le double, on est à plus de 30%. Donc, en fait, les entreprises se sont délocalisées en Amérique du Nord. Elles se sont déjà adaptées. Alors, elles se sont adaptées, mais sur un format qui est un peu trop optimiste. Elles sont allées se délocaliser pour partie aussi au Mexique. Et quand vous fabriquez une voiture qui est vendue aux États-Unis, on estime qu'il y a à peu près 14 allers-retours des pièces détachées jusqu'à la vente finale entre le Mexique et les États-Unis. Qui vont être taxés à chaque fois ? Et donc, du coup, ça veut dire que ça va être taxé sur l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée. Et ça, pour les analystes financiers, chapeau pour essayer de comprendre ce que ça va faire comme impact. Ouais, en tout cas, si on vous suit, ça veut dire que voilà, quand il y en avait pour tout le monde, finalement, tout le monde était logé à la même enseigne, que ce soit les pays ou les secteurs. Là, on ne sait pas où le coup va tomber, où le coup près va tomber. On l'a vu aujourd'hui, donc menace de 25% de droits sur l'automobile, les puces, les médicaments. Et sur l'automobile, on ne sait pas si c'est le produit fini ou toute la chaîne de valeur. Donc c'est ça aussi qui complexifie un petit peu la chose. Oui. Alain Pitous, justement, sur cette guerre commerciale, est-ce que c'est une négociation, puisqu'on sait qu'on est quand même avec un deal maker à la tête des États-Unis, est-ce que c'est un moyen de pression ?
C'est un peu tout, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la connaissance de ce qu'il veut faire exactement. On distingue à peu près les grands thèmes. On voit qu'il veut recentrer une partie de l'activité aux États-Unis. On voit qu'il veut exporter. On voit qu'il veut faire des deals. Après, est-ce qu'il n'y a pas des coups à trois bandes entre l'Asie, l'Europe, les États-Unis pour savoir exactement ce qu'il veut faire, avec même des contreparties habituelles, que ce soit le Canada ou le Mexique, qui sont quand même des grands partenaires commerciaux. Donc il y a un flou artistique qui est savamment entretenu, avec des propos qui sont parfois difficilement compréhensibles. Alors je ne sais pas si c'était la même conférence de presse. J'ai entendu la conférence de presse d'hier qui disait qu'il fallait il n'aurait pas fallu que les Ukrainiens commencent cette guerre. Donc on va y venir dans un instant. Déjà quand on voit ce genre de truc, donc c'est assez difficile. Alors je rejoins ce qui vient d'être dit sur la difficulté d'analyser ça. J'ai entendu qu'au début du mandat de Trump, après le 20 janvier, ça paraît très loin, mais c'était il y a quelques semaines. Il y avait des entreprises qui s'étaient mis en war room pour essayer d'ajuster très rapidement au moins des communications pour que Trump les lâche un petit peu. Donc on est dans cette période-là. Moi je crois qu'en termes de gestion, et après on regarde la gestion, il faut essayer de prendre un peu de recul parce que sinon on va devenir fou, quoi. Et on va surtout devenir fou, c'est pas forcément très grave si on fait de la performance, mais le problème c'est de faire des mouvements en se disant alors ça y est, ils taxent l'automobile, donc on va vendre l'automobile, mais j'entendais l'automobile ça baisse jamais que 2% aujourd'hui. C'est pas forcément ça qui fait baisser les marchés. En tout cas, s'amuser à essayer de prévoir ce que va faire Trump, ça me paraît extrêmement compliqué. L'impact concret, réel sur l'entreprise elle-même, pareil, très compliqué. Et je crois qu'il faut essayer de rester sur une typologie d'investissement long terme, parce que les entreprises s'adapteront. J'ai pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, Trump... Oui, mais on sait très bien, Alain, que c'est vrai, elles vont s'adapter. Mais néanmoins, il en faut un minimum de lisibilité. Et on sait très bien que dès qu'il y a incertitude, évidemment, il y a inquiétude. En tout cas, alors ça va retarder des investissements, etc. Mais faut pas s'inquiéter non plus outre mesure. Trump est de passage. Il faut regarder ce que font les Chinois. Les Chinois, ils continuent leur logique. Ils ont une logique qui est très claire. C'est leur politique d'investissement, leur politique leur géopolitique est assez claire. Donc faut être là-dessus. Trump est de passage. Alors il faut essayer d'éviter les coûts. Donc je pense qu'une chose est sûre en ce moment, c'est qu'il faut éviter les sur- ou sous-investissements massifs, quoi. C'est-à-dire que se dire je fais pas du tout d'émergent, je fais pas du tout de ça, je fais pas du tout de ça, je me mets à fond là-dessus. Je pense que ça c'est particulièrement dangereux en termes d'investissement aujourd'hui. Voilà. Donc Trump il va parler. Si vous essayez d'égriner ses tweets, c'est l'enfer, quoi. Non, on va pas y retourner. C'est vrai que d'un côté on a un temps long à 50 ans du côté de la Chine, et puis on a le temps ultra court. On a l'impression en réaction de Donald Trump qui peut dégainer ça. Edmund Chip, justement, sur ces sujets, comment vous voyez ce bouleversement? Tout à l'heure, Alain nous disait, mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines qu'il est arrivé, on a l'impression qu'il est déjà là depuis 1 ou 2 ans. C'était quand même bien attendu qu'il allait cibler plusieurs secteurs, notamment en Europe, comme le secteur automobile. Le problème pour les fabricants automobiles européens, c'est que ça arrive au pire moment. Si on regarde déjà Volkswagen, c'est une catastrophe pour Volkswagen en ce moment, parce qu'ils sont bien derrière les Chinois en termes de technologie, notamment pour les véhicules hybrides et électriques. Oui. On le sait. Ils fabriquent les voitures qui sont, comme BYD, ils fabriquent les voitures électriques et hybrides qui sont fantastiques, beaucoup moins chères, rien à dire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau véhicule de Xiaomi. C'est-à-dire Xiaomi, c'était l'Apple chinois, le téléphone, et ils ont fait une voiture, un espèce de speed car, mais magnifique en plus, et qui marche très bien, qui s'est déjà vendu à quelques 135 000 exemplaires. Ils sont en cours de production. C'est assez étonnant la rapidité là aussi, le monde qui bascule avec ce fleuron de l'industrie automobile allemande qui est en train effectivement de patiner. Exactement, on est attaqué des deux côtés. Les Chinois qui arrivent en masse avec les voitures très, très bien faites, moins chères, côté électrique hybride, les Américains qui menacent le secteur avec les augmentations des tarifs, sauf si on implante encore plus de production des automobiles aux États-Unis. Déjà, des BMW, Mercedes sont bien implantés. Cela dit, on exporte toujours aujourd'hui pas mal de voitures de l'Europe vers les États-Unis, notamment de la part des fabricants allemands. Donc c'est plutôt les trois grands fabricants allemands qui sont ciblés. C'est pas du tout Stellantis. Stellantis, c'est quand même une marque américaine. Jeep, c'est déjà fabriqué là-bas. Il n'y a pas de souci. Chrysler, le grand souci, bien sûr, pour les fabricants auto allemands. Mais on le savait depuis longtemps. Et pour Novo Nordisk, effectivement, pour la production de Wegovy Ozempic, qui aujourd'hui est produit plutôt au Danemark qu'en Europe, oui, effectivement, il faut le produire aux États-Unis. Mais ça a du sens. Parce que le potentiel du marché anti-obésité aux États-Unis reste
colossal. Il est colossal. Au Novo Nordisk et Eli Lilly. Donc il faut produire là-bas. Sauf, il faut du temps. Et puis un concurrent d'ailleurs qui est nettement mieux valorisé du côté américain aussi. Peut-être on essaie de le protéger. Voilà, bien sûr, mais cela dit, le marché est assez quand même énorme pour les deux acteurs, pour d'autres acteurs en plus. On parle de quand même dans plus des États comme Texas, 30% de la population adulte qui sont obèses. Pas en surpoids, mais obèses. 30%, c'est quand même énorme. Après, ça pose d'autres problèmes de santé, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est vrai, continuer l'industrie du fast-food et à côté avoir des coupes-fins, c'est vraiment... Moi, si j'étais McDonald's, j'aurais plus peur que Novo Nordisk aujourd'hui, avec l'arrivée de Robert Kennedy Jr., franchement. C'est possible. Tiens, justement, on parlait de l'Allemagne à l'instant. On va faire un détour du côté de l'Allemagne aussi. C'est vrai qu'on a ces élections qui arrivent. Bon, pas de grand bouleversement, sauf évidemment la montée assez inquiétante et préoccupante du mouvement extrême droite, l'AfD. Comment on regarde ça ? On titrait tout à l'heure événement ou non-événement sur les marchés. Qu'est-ce que ça peut changer, Delphine Arnaud ? Pour nous, c'est quand même événement dans le sens où tout à l'heure on disait Trump n'a pas encore ciblé géographiquement nommément l'Europe. Il est passé par des menaces de tarifs sectoriels, mais on se sent plutôt épargné et d'ailleurs les marchés réagissent jusque-là plutôt bien. Et en fait, on a comme l'impression que Trump attend les élections allemandes pour dégainer sur l'Europe. Et les élections allemandes, en fait, on a l'impression aussi que on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire qu'on repart avec une coalition CDU-SPD. Alors les libéraux en moins, puisqu'ils baissent fortement dans les sondages. Mais, et puis on parle d'expansion budgétaire, de plan infrastructure. Pour vous, c'est pas quelque chose qui tient la route ? Alors c'est quelque chose qu'on questionne comme un scénario de risque, c'est qu'on voit l'AfD monter dans les sondages et l'AfD ils sont pas de ce bord-là à faire des expansions budgétaires, ils sont plutôt du bord de la cour de Karlsruhe et donc du coup non ils vont pas, ça peut mettre un peu de bazar dans ce scénario qui a l'air bien huilé aux yeux de la politique allemande. On repart avec les mêmes CDU et SPD. CSU, voilà. D'ailleurs, un ancien, pas lieutenant, parce qu'il était un petit peu le vilain petit canard, hein, mais voilà, il est là, il est en passe de devenir le nouveau chancelier. On verra ça. Comment vous regardez ça, l'Allemagne ? En fait, comme souvent sur les marchés, ce qu'on préfère, c'est que ça soit tranché. Oui. Donc là, ça va être tranché. Donc ça fera une incertitude en moins. Peut-être que une petite dynamique sur l'Europe. On peut espérer, ça mange pas de pain d'espérer ça. Et c'est possible parce que je pense quand même que la CDU, ils sont quand même plus favorables à avoir une dynamique européenne un peu ancrée, même s'ils sont évidemment Allemagne en tête. Alors je sais pas comment on dit, Make Allemagne Great Again, je sais pas si on dit ça comme ça en allemand, mais après ils ont leurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont deux problèmes structurels, c'est leur industrie au sens large et leur énergie là aussi au sens large. Donc ils ont ça à régler. Alors, après, ce qui est possible, c'est que ça entraîne de grosses dépenses. Encore une fois, si on est sur le scénario classique CDU et ses copains, ce qui serait quand même peut-être un petit peu négatif pour les taux. Mais bon, on sait que c'est quand même un peu à la marge. Et puis ça aiderait à mettre un peu de liquidité sur le Bund. Voilà, donc je pense que si c'est tranché proprement, de manière claire, ce qui n'est pas évident du tout hein, d'ailleurs, on aura une incertitude en moins qui est quand même très pénalisante pour l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit le chancelier allemand parler de l'avenir, ça fait un peu ridicule, quoi. Et effectivement, je comprends que les Américains, comme diraient mes enfants, le calculent pas trop. Ils n'ont pas calculé grand monde là. Oui, d'accord. Non, mais enfin là, particulièrement, c'est carrément passé au second plan. Donc là, on se retrouvera avec quelqu'un qui aurait un peu de poigne sur le pays, peut-être relancer un peu deux, trois aspects européens, en particulier la défense, qui va être un véritable sujet dans les 2 ans qui viennent, quoi. Ouais. Et pourtant, Edmond, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne va pas changer radicalement la donne sur l'industrie, sur ce qui ce qui se passe en Chine. Non. Le catalyseur pour l'économie allemande et pour l'économie européenne, c'est plutôt de l'extérieur. On parle de l'Ukraine, on parle des coûts énergétiques. Si les coûts énergétiques baissent un peu plus, c'est ça qui va nous aider pour relancer l'économie européenne à court terme. Ça n'a rien à voir avec les élections législatives en Allemagne. Ça ne va rien changer, franchement.
Il y a juste un point que je voudrais rajouter là-dessus, c'est peut-être ça va rien changer, mais le marché il a déjà un peu préempté les bonnes nouvelles avec ce quoi qu'il en coûte de l'armement. On a vu les valeurs de la défense cette semaine qui ont bondi. Olaf Scholz, je suis d'accord avec vous, samedi il est sorti en disant on s'est un peu fait humilier par Vance, mais on va continuer à acheter de l'armement américain. Et pour autant, les valeurs américaines de la défense, elles font pas grand-chose jusque-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les partis traditionnels qui sont pro-relâchement de la règle d'or, le CDU et le SPD, ils sont en train quand même de baisser dans les sondages actuellement. Alors, si c'est à la faveur des Verts, on va pouvoir trouver un accord sur ce relâchement de la règle d'or. Mais il faut les 2 tiers des votes, donc c'est quand même pas si facile. Et le marché a déjà préempté un petit peu. Super, l'Allemagne va enfin dépenser plus. Oui. Et là, désormais, on voit les taux allemands qui commencent à tirer un petit peu vers le haut pour anticiper davantage de déficit de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on est passé d'un scénario un peu catastrophe il y a encore quelques semaines sur l'Europe. Il fallait, tout États-Unis, l'Europe était à jeter par la fenêtre, il fallait surtout pas en avoir, à un réalignement des planètes extrêmement rapide avec toutes les bonnes nouvelles très concentrées en un laps de temps très 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 faible finalement. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu loin justement dans l'optimisme, dans les lunettes roses ? Il y a un rattrapage, c'est sûr. Bon, on avait peut-être un peu aussi exagéré dans l'autre sens. Et aussi, c'est quelque chose qui est troublant pour les investisseurs particuliers, moi, que je peux rencontrer. Je travaille avec des family office, des trucs comme ça. Ils sont assez perturbés par une morosité européenne politique, économique, une espèce de flou comme ça, puis les humiliations permanentes, que ce soit... Vous avez le French bashing, on a l'Europe bashing. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça fait un moment, mais là, c'était quand même très marqué. Et on se disait, il ne faut surtout pas investir dans ce pays-là. Et là, en 8 semaines, grosso modo, peut-être un peu plus, ça a commencé en décembre, on a redécouvert les entreprises européennes qui sont des entreprises... que c'est les flux, là, tout à coup. Non, mais il y a les flux, c'est sûr, mais il y a aussi des résultats, parce que les entreprises européennes, celles qui ont beaucoup monté, donc celles qui étaient... Il y avait pas mal qui étaient très en retard, quelques bancaires qui étaient très en retard, qui ont bien remonté. Et puis, les entreprises qui sont très belles, qui ont des très beaux résultats, qui ont des très belles perspectives, qui sont sur des créneaux qui sont... on évoquait Novo Nordisk tout à l'heure, c'est des créneaux, il n'y a pas 50 000 boîtes dans le monde qui sont avec cette capacité-là. Il y a SAP en Allemagne, il y a des boîtes, il y a des Schneider, il y a des boîtes comme ça qui sont des leaders mondiaux sur certains pans d'activité. Oui. Et on les a redécouverts en se disant, finalement, elles sont pas si mal. Et puis, surtout, si on regarde Novo Nordisk et Eli Lilly, vous avez d'un côté une boîte qui se paye 30 fois les résultats et une autre qui se paye, ça doit être 60 fois les résultats. Ouais. Donc pour faire la même chose, donc après on comprend que Trump il veuille les taper, mais il y avait ces écarts de valorisation. On a la même chose sur Total, des boîtes comme ça qui sont massacrées, qui sont avec une valorisation assez basse en Europe. Donc on a rattrapé un peu ça en se disant que finalement les résultats sont pas si mauvais. Mais est-ce qu'il reste du jus potentiel? Parce que là, on est à quelques encablures des records. On a fait record sur on le disait tout à l'heure avec Pauline, record sur l'Eurostoxx 50, record sur le 600. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'était pas la deuxième partie de l'émission. Mais si, attendez, parler d'allocation. Ouais. Moi, je crois qu'on en a mangé un gros bout. Et puis, on voit le marché américain. Tout le monde, beaucoup disaient que c'était un peu cher, mais il faut regarder mécaniquement les choses. Enfin, je parle à des spécialistes de l'allocation d'actifs ici. Quand vous êtes sur des marchés très élevés, les perspectives de gains sont un peu plus faibles, ou bien le risque il monte un petit peu. Donc là, on est sur cette situation-là un peu en Europe. On a fait, j'entendais tout à l'heure, vous disiez que peut-être ça serait pas mal que l'année s'arrête aujourd'hui, on aurait des beaux résultats. Bah oui. Mais oui, c'est dommage, il reste 10 mois, donc ça va pas être facile d'expliquer à vos clients que vous êtes un monétaire pendant 10 mois. Mais non, mais vous voyez, on est dans une situation qui est compliqué parce que les perspectives de résultats, de performance sur une allocation un peu diversifiée deviennent un peu plus difficiles. Quand vous êtes sur ces niveaux de marché américain, il va falloir aller chercher autre chose, faire du sectoriel, faire des stock picking. Ça devient plus complexe, forcément. Quand on n'est plus sur une simple allocation où on se dit je mets 40% d'obliques et ça va aller. Les obliques, c'est pareil, ça devient dur aussi. Vous voyez, donc il y a une situation qui est un peu plus complexe, je trouve, en ce moment. Enfin, c'est un avis, après, il faut laisser parler. Ouais, après, c'était très compliqué l'an dernier parce que tout était en train de baisser. Là, maintenant, c'est très compliqué parce que tout remonte. Edmund Ching, comment on le fait là quand on met Chief Investment Officer, là, parce que vous avez à peu près les mêmes clients, Wealth Management. Oui. Eux aussi, vous voyez justement
justement, vos clients, ils se posent des questions, ceux qui nous regardent? Ah, mais bien sûr, ils se posent les questions parce qu'on a 2 ans de performance fabuleuse, déjà, d'un côté. De l'autre côté, la plupart de nos clients ont un profil plutôt conservateur. Donc, ils se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas encaisser la plus-value, quoi? Oui. Et moi, je dis non. Ah, vous dites non. On reste investi? On reste investi parce que même si on joue le jeu de suivi de tendance, les tendances restent plutôt haussières. On parle de l'indice Eurostoxx 50, je te rappelle quand même. Donc, on vient de toucher 5500 points qu'on a touché pour la première fois en septembre 2000. Donc, c'est un peu comme au Japon. Il nous fallait 24 ans pour retrouver le même niveau qu'on avait en septembre 2000. Aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est long. On a gagné quoi? Le rendement de dividende entre-temps. Il faut être patient sur les marchés. On a vu le Japon, c'était pareil, c'était compliqué. Oui, voilà. Exact. Si on regarde l'histoire du marché japonais, qu'est-ce qui se passait après? On touche les points, paf, ça a accéléré. Donc, on risque d'accélérer encore plus vite à la hausse pour l'Eurostoxx 50 parce que tout le monde est pessimiste. D'accord. Donc vos clients qui se disent bon, on a déjà fait, on est content. Tout l'an dernier, ça a été très compliqué. Là on est en bonne voie. On arrête. Vous dites non, il faut y aller, il faut continuer. Voilà, exactement. Delphine Arnaud, donc non, vous switchez pas tout en monétaire en attendant tranquillement que ça passe. C'est une idée. Non, on ne fait pas ça et on trouve toujours des idées d'investissement. Sur le rebond des actions. On vous en voudra si ça baisse après qu'on finit à 5% l'année. Non, on protège. Bon, okay. Sur les actions européennes, il y a eu des vrais fondamentaux qui ont changé en fait entre la fin d'année et ce début d'année, des changements plutôt positifs. En début de saison de résultats, on attendait -3 de croissance, donc de décroissance des profits pour les actions européennes, tirées par l'énergie bien sûr, mais quand on enlève l'énergie, on avait maigrement un +3 de croissance des EPS pour l'Europe. Finalement, on finit à +6, donc on est même à +11 quand on enlève l'énergie. Donc en fait, on a eu des vraies bonnes publications du côté européen. On en a eu aussi du côté américain, où on devait être à 11, on est plutôt à 14. Et si on enlève l'énergie, qui là aussi souffre, on est même à 17% d'amélioration des bénéfices sur un an. C'est formidable. Et ce qui est encore plus formidable et qui fait qu'on doit rester investi, parce qu'en fait, on est en train de sortir. On n'a pas eu de récession. On a eu une décroissance bénéficiaire. Et on est en train d'en sortir. Ce sont d'abord les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, qui sont sortis de cette décroissance bénéficiaire. Et le reste est en train de suivre. Quand on regarde un an auparavant, on avait un écart de profit entre les 7 magnifiques et le reste de la cote du S&P 500 qui était de 53%. Il y avait 53% de croissance en plus à aller chercher quand on allait chercher seulement 7 valeurs. C'est pour ça qu'on est allé plutôt l'an dernier faire de la gestion plutôt indicielle et aller chercher à jouer de cet effet de concentration. Là, sur la publication désormais, cet écart, il s'est resserré de 9%. Alors oui, il y a un ralentissement des 7 magnifiques. On est passé à d'autres thèmes, dans le thème de l'IA, plutôt les logiciels, plutôt le big data, avec des utilisateurs de l'IA qui vont gagner en profitabilité, comme les banques et le secteur de la santé. Mais il y a aussi tout un rattrapage de la cote. Avant la saison de résultats, c'était une étude Société Générale qui avait fait ça et ça nous interpellait. Ils avaient regardé 1500 entreprises du S&P 1500 pour avoir vraiment un panorama un peu large. Statistiquement, depuis un an arrêté au Q3, au troisième trimestre 2024, il n'y avait que 50% des entreprises américaines qui arrivaient à améliorer leurs résultats par rapport à un an auparavant. C'est ridiculement bas quand on pense que les États-Unis ont une croissance réelle de près de 3%, plus une inflation de près de 3%. Ça fait 6% en nominal. Normalement, elles auraient dû voir au moins leur chiffre d'affaires augmenter de 6%. Et ces entreprises-là n'ont pas vu leur chiffre d'affaires augmenter non plus. Donc on attendait en fait ce rattrapage-là. Ça, c'est du fondamental qui est positif. Donc, d'accord, donc on va avoir un rattrapage, outre les Magnificent Seven qui ont les tout catalysé l'an dernier. Les fondamentaux, côté tendance de long terme, on est sur un rattrapage de cette décroissance bénéficiaire. On a eu d'autres nouvelles aussi qui ont nourri ce rallye de début d'année. Les PMI ont été bons, le ZU est plutôt bon, donc on a l'impression aussi qu'on a l'économie qui donne des bons signes, notamment en Europe, où on était un peu plus frileux. Oui.
Je voulais juste, alors je vous donne la parole dans un instant, juste un aparté parce qu'on a beaucoup parlé de la tech, mais la tech US, et c'est vrai que la tech chinoise faisait grise mine ces derniers temps, ces dernières années, c'était vraiment le vilain petit canard. On voit des valorisations qui sont en train de remonter extrêmement fort en ce moment. L'acronyme BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont toutes des valeurs qui sont en train de rattraper, qui ont fait 30 ou 50%, mais qui sont encore loin ils sont toujours très peu chers, honnêtement. Avant qu'Alibaba remontait ces derniers temps, il s'est valorisé à moins de 10 fois le PE. Moins de 10 fois, si on regarde Amazon de côté, qui comme l'Alibaba américain, on se traite, je ne sais pas combien, 40 à 50 fois le PE. Donc, sacrée différence en termes de valorisation parce que personne ne veut toucher les valeurs chinoises. Tout le monde a eu les doigts brûlés ces derniers temps. Ils disaient non, non investissable. Mais peut-être à Essian, puisque quand on a vu quand même un Jack Ma qui était un peu... reçu par Xi Jinping enfin. Qui se fait embastiller du jour au lendemain, qui revient, qui a ce retour en grâce. Donc, est-ce que c'est un petit peu un catalyseur là, le président chinois, il voit que finalement, il a besoin aussi de cette tech chinoise avec le moment DeepSeek. Absolument, c'est aussi pour faire la guerre commerciale avec les États-Unis. En disant aux États-Unis, M. Trump et compagnie, Elon Musk, oui, on est là aussi sur le plan technologique, on est même devant vous dans plusieurs choses, et avec DeepSeek, avec Alibaba, avec les Large Language Models, et on parle des véhicules électriques. Honnêtement, à part Tesla, qu'est-ce qu'ils ont aux États-Unis? Rien du tout. Non, mais en termes de fabrication des voitures automobiles, GM, Ford, catastrophique. En Chine, là, ils ont investi depuis 20 ans. Ils ont le meilleur fabricant de batteries électriques au monde, avec CATL. Et surtout, ils sont à un moment où, dans le vieux monde, au début des années 1900, il y a pléthore de constructeurs. Il y a plus de 150 constructeurs en Chine. Bon, bien sûr, il n'y en a que quelques-uns qui vont survivre. Alain, je vous vois soupirer. Non, mais en fait, la tech, c'est devenu un instrument de souveraineté. On le voit, et d'ailleurs, c'est un problème en Europe, c'est qu'on se rend compte, là, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, on n'a pas grand-chose. On peut opposer des... Et on a un peu de SAP, un peu de Oui, mais à l'échelle, c'est pas à l'échelle. Et puis, c'est pas des champions... encore qu'SAP, si. C'est mal quand même. Ça, c'est quand même champion mondial. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, ils n'entraînent pas le reste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la différence aux États-Unis. Il y a un phénomène d'entraînement, outre ce qui joue sur les valos, parce qu'ils sont on n'en parle pas trop, mais Nvidia, je crois que l'année dernière, ils ont dû acheter 200 entreprises. Ça donne une idée. C'est un écosystème. Ils déposent des brevets dans tous les sens. Ils ont un budget de recherche qui est d'ailleurs un sujet aujourd'hui. On se pose la question de savoir si le budget de recherche est pas un peu important. On voit si leurs investissements en structure sont pas trop importants, mais pour revenir, on voit vraiment un problème de souveraineté. Et donc, la souveraineté chinoise est importante sur l'automobile. C'est devenu un vrai secteur aussi, puisque c'est devenu un secteur tech. En réalité, aujourd'hui, les entreprises et la manière de fabriquer des voitures en Chine ressemble plus à fabriquer un iPhone qu'à fabriquer des voitures à l'ancienne avec l'époque de la chaîne chez Renault, Boulogne-Billancourt. On n'est plus là-dedans. On est sur des phénomènes d'assemblage qui sont extrêmement électroniques. Oui, et très technologiques. Et en fait, c'est ça. Et donc, moi, après, en tant qu'investisseur, alors je suis d'accord, il y a des problèmes de valo, les valos probablement étaient trop basses en Chine, mais en tant qu'investisseur, moi, participer au développement de la souveraineté chinoise sur ces segments-là, ça me dit rien du tout. On ne met pas son argent là-bas. Non, et puis parce qu'en fait, là aujourd'hui, donc ils ont participé, Xi Jinping a participé à une journée mondiale de l'IA en Asie, où on a fait sortir Jack Ma, le pauvre, je ne sais pas s'il s'attendait à sortir à ce moment-là, mais rien que pour ça, c'est non, quoi. Alors on avait peur de nos données maîtrisées par les Américains. Alors nos données maîtrisées par les Chinois, vous m'excuserez, mais ça m'intéresse assez moyennement. Vous êtes très peu sur DeepSeek finalement. Non, très peu, oui. Et ChatGPT non plus. Donc on joue Mistral. Ouais, mais enfin je suis sur les moteurs, américains parce qu'il y a un peu que ça aujourd'hui. Mais effectivement le chat, j'ai pas testé encore. Mais pour dire que voilà, c'est de la politique derrière tout ça, et donc c'est pas un segment qui m'intéresse trop. Après. Ok, donc je suis pas dans la situation. Non, parce qu'en fait, il y a aussi, il faut voir un truc, c'est que moi je suis pas dans la situation de mes confrères qui sont ici, qui ont des objectifs. Quand ils se comparent à un indice, il est souvent un indice mondial. Il y a des obligations dedans et tout. C'est assez différent. Moi, je peux
eux, quand je discute avec des family office, encore une fois, eux, ils n'ont pas de problème pour être à l'écart complètement de certains segments d'investissement, voire même de rester en cash, voire d'être avec 25% d'or. Enfin, ici, je ne pense pas que vos clients soient dans vos investissements. Bon, peut-être qu'il y en a qui le sont en pratique, mais dans vos investissements, vous ne préconisez pas 25% d'or. Vous voyez, ça ressemble plus à ce que pourrait faire un particulier, qui se trompe d'ailleurs assez régulièrement. Mais oui, tout le temps, bien sûr. D'ailleurs, tout le temps. Quand on regarde, on fait quand même des bêtises, mais on a besoin de vous. Alors justement, tiens, on ouvre notre page allocation, chers amis. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais que vous êtes sorti, Delphine Arnaud, du comité stratégique d'allocation active. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cette année 2025 ? Je le disais, après un très très bon démarrage, priorité aux actifs risqués, nous dit-on partout, sauf que là, on est quand même sur une progression assez fulgurante. Est-ce qu'on commence à réduire la voilure ? Que fait-on ? Oui, nous, on a commencé à réduire la voilure. Fondamentalement, on reste très confiant sur les marchés, donc il faut rester investi. Par contre, il faut commencer à prendre un peu des profits, à être plus sélectif sur les entreprises et à protéger les portefeuilles contre un retour au réel de la part des marchés. Les marchés, ils ont vu beaucoup les bonnes nouvelles. Ils ont vu le cessez-le-feu sur l'Ukraine. En fait, on se rend compte que ça va plutôt ressembler à une capitulation. Ils ont vu qu'on était plutôt à l'écart des tarifs en Europe. Finalement, ça va quand même arriver tôt ou tard. Et puis, ils voient une relance européenne avec le quoi qu'il en coûte de l'armement. Finalement, en fait, on se rend compte que ça pourrait être plus compliqué. Vous dites, donc, attention, retour de bâton, mais quand on protège, ça veut dire qu'on achète de la protection. Après, il y a diverses... Parce que ça coûte cher aussi de se protéger. Le plus simple, c'est peut-être de prendre quelques positions et puis d'attendre un petit peu. Alors oui, c'est un vrai savoir-faire, je vous le confirme. Nous, on a des fonds d'action protégés qui font ça très bien et qui font ça depuis pas mal d'années, à la fois sur les US, à la fois sur l'Europe. Et donc, ça nous permet de rester investis en changeant un peu nos allocations, en nous tournant davantage vers ces fonds d'allocation protégés. On reste investi sur les marchés, mais derrière, ce fonds-là, lui, il a de la protection avec une optimisation du coût de la prime. Et donc, du coup, en cas de choc de marché, on va amortir en fait la baisse et ça nous permettra de revenir à meilleur compte. Le scénario qu'on anticipe, c'est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais février 2018, on avait eu, pour des raisons techniques, mais c'était aussi avec un environnement de tarifs, Trump... On avait eu un flash crash, Volmageddon, en février 2018. Et quand on regarde ces Bank of America, Goldman Sachs, ils ont tous leurs petits signaux de risque et de montée des risques. On a nos propres signaux, Fear and Greed, etc. Et en fait, on voit qu'on commence à cocher pas mal de cases, comme quoi le marché est un petit peu complaisant et que on risque d'avoir un petit retour de bâton, un flash crash. On préfère prendre des mesures en amont pour pouvoir rentrer à meilleur compte plus tard. Ouais, et on verra ça dans 2 jours avec nos experts marchés dérivés, mais c'est vrai qu'il vaut mieux acheter de la prime quand quand il y a peu de volatilité, ça coûte beaucoup moins cher. On se protège aussi chez BNP. Qu'est-ce qu'on dit aux clients ? On réduit la voilure en ce moment ? Non, mais on regarde de très près parce que c'est vrai que tous les jours, il arrive quelque chose qu'il faut regarder de très très près grâce à M. Trump, voilà. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est bien sûr le secteur technologique aux États-Unis parce que l'exposition côté investisseurs retail aux États-Unis reste quand même colossale. Et via les ETF et en direct, même avec les ETF leveragés qui m'inquiètent le plus. Et là, on peut avoir un vol de plus sur le secteur tech, sur les 7 magnifiques, parce que tout le monde détient les mêmes 7 valeurs. En même temps. Et on a vu que ça décalait vite avec DeepSeek, là, le jour J, avec donc, 1000 milliards évaporés dans la nature en quelques minutes. Donc on privilégie les autres secteurs, hors le secteur technologie pour l'instant, surtout aux États-Unis. D'accord. Quel secteur en particulier ? Industriel ? Industriel, les secteurs bancaires, où on peut voir peut-être un effet positif de déréglementation. Donc c'est une des politiques de Trump, pour augmenter la productivité de l'économie américaine et aussi, bien sûr, pour aider la croissance, enfin. Donc je pense que le secteur bancaire va en profiter. J'attends quand même une vague de consolidation, surtout dans le secteur bancaire régional. Il faut quand même rappeler qu'il y a entre 3 000 et 4 000 banques régionales aux États-Unis. Moi, je pense que c'est pas du tout efficace. Pour avoir moins de banques, mieux capitalisées,
Même si on a avant déjà des mastodontes. prochaine crise. Ouais. Voilà. On a déjà des mastodontes, mais c'est vrai qu'il reste énormément de petites banques régionales. Alain Pitous, quelle allocation on fait, là, vous qui regardez ça au cordeau? Alors moi je pense que ce qui était intéressant, c'est ce qui s'est passé récemment sur pas mal de valeurs. On l'a vu régulièrement. Je voyais ICAD tout à l'heure, on en parlait, moins 10% aujourd'hui. Et je pense que ça milite pour garder du cash, c'est-à-dire se concentrer sur quelques secteurs qu'on va suivre. Moi j'ai en tête des secteurs plutôt long terme. Lesquels? L'espace, le nucléaire, le quantique, des choses comme ça. Le quantique, c'est quoi comme... Par exemple, c'est IonQ, c'est des valeurs comme IBM, des valeurs comme ça qui sont... alors, c'est des valeurs aujourd'hui qui ne gagnent pas d'argent avec le quantique ou qui en gagnent très peu. On ne sait pas exactement quand IBM ne communique pas dessus. Mais quand il y a des gros pets de marché, avoir du cash, être un peu sniper, c'est-à-dire se dire, par exemple, ce qui s'est passé sur Nvidia, effectivement, il fallait peut-être un peu regarder et se demander ce qui se passait avec DeepSeek, etc. Mais si on regarde, ça a pratiquement récupéré et tout. Ah, vous avez vu que c'était les particuliers qui avaient racheté pour 500 millions de dollars extrêmement rapidement là, dans la chute. Typiquement, oui. Alors, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, à mon avis. Avoir aussi de l'or, je pense que c'est une protection. Alors, c'est peut-être moins efficace qu'un fonds protégé. Effectivement, je pense que les protections, statistiquement, ça coûte assez cher. Donc, je privilégierais vraiment l'idée d'avoir des fonds protégés qui le gèrent dans la durée de manière pertinente, qui vont amortir réellement ce qui peut se passer sur la volatilité. C'est quand même toujours intéressant. Mais garder ce cash pour vraiment être capable d'investir en ayant préparer son investissement, parce que je pense que des pets de marché de 20% sur l'ensemble des indices, je ne le vois pas aujourd'hui. Par contre, une espèce de tournante comme ça sur quelques valeurs, ça peut arriver. Des cracks valeur par valeur, c'est ce qu'on voit. Des réajustements. Alors après, c'est un peu bizarre, ça arrive. C'est brutal. C'est très brutal, c'est du moins 10, moins 15. Ça n'arrivait pas avant. Il faut être capable d'en profiter. Alors c'est très difficile pour des professionnels qui sont avec des allocations qui sont quand même très contraintes, mais pour des particuliers, ça peut avoir du sens. Non, mais on a vu par exemple, c'est vrai, vous avez raison, hier c'était Capgemini ou Edenred. Et c'est des grosses valeurs du CAC. Vous aviez Adyen l'année dernière qui avait quand même fait une grosse sous-performance sur quelques jours. Novo Nordisk qui avait baissé aussi sur Novo Nordisk, c'est 40% de baisse. Donc quand vous avez du cash et vous êtes capable de mobiliser sur des thèmes long terme, c'est vraiment des thèmes très longs. L'espace, c'est un thème qui est extrêmement intéressant pour l'avenir, parce que sur la valeur, sur les automobiles autonomes, ça va être déterminant d'avoir l'espace. Enfin, on voit que l'Europe veut lancer aussi un concurrent à Starlink. Bon, on verra ce qui se passera. Mais enfin, en tout cas, il y a une dynamique comme ça qui est faite, et avec un coût du lancement de satellite qui s'est effondré. Donc, il y a des choses à faire sur ce genre de thème. Et le nucléaire, on voit bien que l'énergie, c'est un vrai sujet. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire autour du nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de réinnovation et beaucoup d'investissements. Mais c'est des thèmes sur 4-5 ans qui devraient être intéressants à jouer, parce que tout le monde va aussi, pour des raisons de suprématie géopolitique, vouloir avoir son énergie. Les Chinois sont aussi en train de se développer énormément sur ce genre de thème, donc à suivre. Delphine Arnaud, là justement, sur ces nouvelles tendances, d'ailleurs les méga tendances, disruptifs, c'est des choses que vous regardez également, d'être peut-être un peu en avance de phase? Oui, un peu en avance de phase. En fait, pendant très longtemps, les thèmes à la mode, c'était un peu le haut de la pyramide de Maslow. On allait chercher du luxe, on allait chercher des choses dont on n'avait pas forcément un besoin, une nécessité immédiate, de façon vitale. Là, on a créé un fonds qui va plutôt se recentrer sur le bas de la pyramide de Maslow et aller chercher les choses dont on a réellement besoin, sécuriser pour être résilient sur la sécurité alimentaire, les chaînes logistiques, l'énergie, et de façon globale pour aller chercher à chaque fois le meilleur acteur dans la filière. Et d'ailleurs, sur la défense, il va plutôt aller chercher des valeurs de défense américaine, donc Global Resilience. Donc c'est quel fonds? Comment ça s'appelle? C'est Global Resilience. Global Resilience, oui, pourquoi pas, une bonne thématique. Edmond Chine, voilà, pour vous. Oui, j'aime bien plusieurs thématiques évoquées par Alain, comme par exemple le nucléaire, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est évident. On a les Japonais que malgré Fukushima en 2011 qui redémarrent toutes leurs centrales nucléaires aujourd'hui, mais toutes.
Donc, ils ont clairement dit, on a besoin de ça parce qu'ils n'ont pas de pétrole, pas de gaz, pas de rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont redémarrer ils sont en train de redémarrer leur centrale nucléaire. En Europe, pays par pays, on est en train de faire la même chose. Aux États-Unis, c'est clair qu'ils vont faire ça aussi. La Chine qui construisent des centrales nucléaires à droite, à gauche, mais quasiment tous les jours. Et les Indiens qui arrivent aussi à faire la même chose. Et sans parler de l'Arabie Saoudite, les Émirats. Donc pour moi, ça c'est une thématique claire, certain, il faut y aller, malgré la volatilité. Ce qui est intéressant aussi, je pensais que vous alliez parler de ça, donc vous parliez de remonter par le bas, c'est l'énergie. Et ce qui est intéressant dans la thématique du nucléaire, c'est que ça concerne l'amont, l'aval et des filières entières. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi à des entreprises qui étaient un peu, pas forcément à la pointe, de garder leur cœur de spécificité, d'être capable de gérer des infrastructures électriques, c'est quand même pas donné à tout le monde, et d'aller sur ce genre de thème. Ils savent gérer des projets à 10 ans, parce que c'est des projets très longs. Donc ça, c'est le côté intéressant. Et à côté de ça, vous avez une innovation monstrueuse autour des SMR aux États-Unis, autour de la fusion, qui sont aussi très porteurs. Alors là, par contre, là, c'est un peu embêtant, c'est que les valorisations, c'est des valorisations décalées par rapport aux classiques qu'on a. C'est-à-dire que quand on raisonne 20-30 fois les PE, là, on est plutôt sur des choses qui sont à 400 fois les pertes, quoi. Donc bon, c'est parfois un peu exagéré. Ouais, là, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est sur le moyen long terme. Enfin, les gens qui ont fait du Nvidia il y a 10 ans, ils s'en portent pas mal. Hein. C'est vrai. Effectivement, il y a aussi l'énergie dans Ah oui, ça met dans la résilience. Bon, avec tout ça, on n'a pas eu le temps de parler d'ESG, mais bon, de toute façon, maintenant, tout le monde s'en fiche, puisqu'on sait que pour faire de la performance, il faut faire des armes, il faut faire du nucléaire, il faut faire plein de trucs. Il ne faut pas faire du cannabis. Si vous avez regardé le cannabis, c'est une catastrophe en bourse. Juste un mot sur l'ESG. Moi, je pense qu'on revient à la réalité, c'est-à-dire que peut-être on était allé un peu loin sur la régulation, et on revient sur le cœur du problème de l'ESG, qui est lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est ça l'enjeu, c'est communiquer sur les émissions de CO2, et on ne s'en portera pas plus mal pour les sociétés. Voilà. D'accord, et pas de cannabis alors. Et le cannabis, non, personnellement, je ne suis pas un grand consommateur. Bon, pas consommateur c'est dit, du tout. Alors, on saura. La drogue, c'est mal, et en bourse, ça ne marche pas du tout. Voilà. Merci à nos 3 experts du jour, Edmond Ching, BNP Paribas Wealth Management, Delphine Arnaud des Drames et Alain Pitous, Senior Advisor ESG, même si on n'en parle pas beaucoup. Non. Dans un instant, on passe au marché à terme. Marché à thème, on s'intéresse à une valeur, une analyse fondamentale avec Nikolai Marinov. Bonjour Nikolai. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant chez Clartan Associés et avec vous, comme chaque mois, on s'intéresse à une valeur de la cote. On s'intéresse à une valeur, un ascensoriste aujourd'hui, c'est Kone. Oui, tout à fait. Donc c'est une entreprise qui devrait être assez bien connue par le grand public puisqu'il s'agit en effet d'un des 4 principaux acteurs au monde de la fabrication et l'installation d'ascenseurs et escaliers mécaniques. Il s'agit d'une société qui est basée en Finlande, donc créée en 1910. Oui. Donc, sa création précède de peu l'indépendance du pays, et donc ils sont dans l'activité des ascenseurs depuis la Première Guerre mondiale. Donc, 1910, oui, il y avait déjà des ascenseurs. Bah oui, c'est vrai. Oui, il y avait déjà, mais eux, ils sont là-dedans depuis 1918 à peu près. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une capitalisation plutôt moyenne en Europe, autour de 25 milliards d'euros, et chiffre d'affaires à 11 milliards d'euros. Donc ils sont dans le monde entier, avec une répartition géographique assez équilibrée entre les 3 grandes zones. Alors on ne le sait peut-être pas, mais c'est vrai que l'ascenseur, c'est tout simplement le moyen de transport le plus utilisé dans le monde. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps dans ces ascenseurs, surtout dans les grandes villes. Voilà, c'est du transport à la verticale. Et c'est vrai que tout le monde en a besoin. Et ils sont dans l'horizontale aussi, puisqu'ils font également des tapis roulants. Bien sûr. Si on regarde justement un petit peu l'historique de l'entreprise dont on en a parlé, aujourd'hui on en est boursièrement, si on regarde un peu dans le détail les ratios financiers, est-ce que c'est une société qui se porte bien ? Oui, donc sur la rentabilité et la croissance, la société a pâti donc de la crise immobilière en Chine, puisqu'ils y étaient très exposés jusqu'à 2020. Ils réalisaient plus d'un tiers de leurs revenus dans les nouveaux équipements en Chine.
Donc aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 15% et même au niveau des profits, c'est retombé à 8% de leurs profits. Donc le groupe désormais sera moins dépendant de ce levier de croissance, mais pour autant les leviers sont assez nombreux. Puisque dans un groupe d'ascenseurs comme Kone ou comme Otis ou Schindler, l'essentiel de la rentabilité provient de la maintenance. Donc ce sont des revenus qui sont assez récurrents. Et également de ce qu'ils appellent modernisation. En fait, c'est toutes les interventions qui permettent de prolonger la durée de vie des ascenseurs. Donc tout ça, ça représente 90% des profits, et vous avez les nouveaux équipements qui sont beaucoup plus cycliques. Donc c'est 40% des revenus, mais seulement 10% des profits. D'accord. Alors c'est intéressant parce que si on fait une comparaison, c'est un peu un système, les ascensoristes, comme la machine Nespresso ou l'imprimante. C'est-à-dire qu'on installe évidemment la cabine, mais ensuite, vous l'avez dit, ce sont la maintenance qui coûte extrêmement cher. Les contrats sont souvent très bien ficelés pour des années, et donc on a une prédictibilité du revenu, du chiffre d'affaires qui est assez forte sur cette activité. Oui, tout à fait. Et ce qui est davantage un levier assez porteur pour eux, c'est que quand on regarde au niveau mondial, on a une base installée de 25 millions d'unités. Et donc sur ce nombre, vous avez quasiment la moitié qui ont plus de 15 ans. Donc ça nécessite une intervention encore plus régulière ou même carrément de la rénovation. Et donc tous les ans, il n'y a que 3% de ce parc qui est rénové. Et donc par conséquent, les revenus de maintenance et de rénovation donc, croissent à 2 chiffres, de 9 à 15%. En Europe, donc tout ça varie beaucoup selon la géographie. En Europe, nous avons 3/4 du parc qui a plus de 15 ans. Oui. Et même en Chine, où les installations sont plus nouvelles, mais un nombre d'unités à plus de 15 ans, on est proche de l'Europe aujourd'hui. Donc le parc chinois vieillit également. Il vieillit, il va devoir se rénover. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les nouveaux ascenseurs, bien sûr, ils n'échappent pas à l'innovation et à la digitalisation en particulier, avec des choses très modernes. De nouveau, on voit de plus en plus d'écrans, d'informations, et on a même une cabine qui devient communicante. Oui, tout à fait. Et puis, Kone est à la pointe dans les nouvelles technologies, donc ce qui leur permet d'avoir un taux de rétention assez élevé, plus de 90%. Le taux de conversion, c'est-à-dire les clients qu'on convertit depuis l'achat de nouveaux équipements vers les services, c'est autour de 70-75%, donc ce qui est plutôt élevé pour l'industrie. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, une fois que le vent contraire des nouveaux équipements en Chine commence à peser moins, puisqu'ils ont connu une baisse à 2 chiffres en Chine depuis 2020. Ouais, de la construction. Oui, la croissance organique va réaccélérer, parce que la maintenance et la rénovation sont assez résilientes. Et ensuite, on voit même que dans les pays riches, la construction commence à se stabiliser. Les données de construction neuve se stabilisent en Europe et aux États-Unis. Donc on est sur un point de réaccélération de la croissance. Et sur les marges, on est retombé vers les 11%. 11% de marge, oui, versus on était mieux avant. Oui, on était autour de 15-17 avant. Donc avec une progression de la croissance et des volumes, amélioration du niveau de prix, nous estimons qu'on peut tabler sur une croissance à 10% des profits d'ici 2030. Oui, Nicolas, vous nous avez bien expliqué justement les forces de cette entreprise. Est-ce qu'il y a des faiblesses ? On pense notamment à cette concurrence. On a cité les concurrents. C'est vrai que c'est un marché très concurrentiel. Est-ce qu'il y a d'autres faiblesses ?
Oui, sur les concurrents, donc il y a 3 concurrents principaux donc, qui ont une présence mondiale. Donc, il s'agit d'Otis, qui est le pionnier des ascenseurs, mais on trouve également Schindler, un acteur suisse, donc ce sont des entreprises cotées. Thyssen en Allemagne, donc ils ont à peu près une taille équivalente. Les 4 commandent 2/3 des nouveaux équipements. Ouais. Et au niveau des services, il y a beaucoup plus de petits acteurs. Donc là, c'est les acteurs indépendants qui peuvent leur tailler des croupières. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau technologique, nous estimons qu'il n'y a pas un écart assez net en termes de contenu entre les 4 acteurs principaux. En effet, on voit que les 4 prennent des parts de marché auprès des indépendants année après année grâce à leur service de qualité supérieure et capacité technologique à fraude contenu digital notamment. D'accord. Boursièrement, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est le moment d'investir si on regarde la courbe? Alors boursièrement, on est assez bas par rapport au pic, puisque le titre était assez entouré entre 2010 et 2020, puisque c'était parmi les 4 acteurs celui qui était le plus exposé au marché chinois, qui était le marché le plus dynamique. Et donc depuis, le titre a corrigé de 25-30%. Avec le poids de la Chine qui a bien entendu reculé. Donc nous estimons qu'à partir d'aujourd'hui, avec la visibilité qu'on a sur la modernisation des équipements, ça pourrait également être un gagnant d'une reprise cyclique en Chine, puisque nous voyons que le gouvernement chinois essaie de stimuler le marché immobilier, oui. Même si nous ne tablons pas sur une reprise de cette géographie, mais ça pourrait être en plus. Très bien. Donc, connaît peut-être à regarder, à mettre en portefeuille. Un petit mot justement de votre société, Clartan Associés. Vous êtes spécialiste, je pense, alors, moyenne valeur, c'est difficile à dire, parce qu'elle fait quand même 25 milliards. Vous nous avez dit de capitalisation. Bon, c'est vrai qu'on est loin des gens américains, effectivement. Chez Clartan, vous travaillez spécifiquement sur ces dossiers. Comment vous faites votre analyse justement de ces valeurs? Comment vous les choisissez? Nous choisissons des entreprises qui ont un avantage concurrentiel assez net. Et puis, nous sélectionnons des sociétés qui, grâce à cet avantage, peuvent bénéficier d'un pouvoir de prix supérieur à leurs concurrents, gagner une part de marché et donc dégager une rentabilité sur fonds propres supérieure à la moyenne. Donc, on cherche des sociétés à des retours sur fonds propres autour de 15%, donc créatrices de valeur sur le long terme. Ben voilà, c'est important effectivement d'avoir ces sociétés créatrices de valeur. Donc aujourd'hui, le CAC connaît l'ascensoriste au milieu des autres, mais qui pourrait profiter du rebond en Chine. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas sur cette planète marché pour ce jour-ci. On se retrouve. Un grand merci à notre invité. Nicolas Marinov, gérant chez Clartan Associés. Quant à nous, on se retrouve dès demain sur Smart Bourse. Très bonne soirée à tous.